Ok, bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord remercier Bernard Linger et Cédric Villani pour l'organisation du groupe de travail. C'est vraiment passionnant ce que vous avez fait. Et puis Nicolas pour l'organisation de la session aujourd'hui qui nous donne la possibilité de parler ici. Cet endroit prestigieux. J'ai signalé à ma maman que je parlais. Donc elle me regarde en ligne. Donc elle doit être très fière. Alors, c'est une série de travaux. Ce que je vais vous présenter un peu, c'est des travaux qu'on a menés à Bordeaux depuis une dizaine d'années en collaboration vraiment avec des partenaires cliniques, donc l'Institut Bergonié, le CHU de Bordeaux, et puis maintenant l'hôpital Tenon. Il y a des Bordelais qui migrent en région parisienne. Et une collaboration à Tenon maintenant. Alors, je vais essayer de vous décrire un petit peu ce qui est faisable, ce qui sera faisable ultérieurement, et puis ce qui, à mon avis, pour l'instant, on coince un petit peu. Donc, le cancer, c'est une maladie multi-échelle. Comme l'a rappelé Nicolas en introduction, il y a un niveau génétique, il y a un niveau cellulaire, il y a un niveau groupement de cellules. Hein, quand on passe de la phase avasculaire à la phase vasculaire, il y a un niveau de l'organe. Et puis finalement, il y a le niveau de l'organisme quand il y a apparition de tumeurs secondaires, de métastases. À chacune de ces échelles spatiales, hein, donc vraiment du niveau génétique jusqu'au niveau de l'organisme, il y a des échelles temporelles qui sont associées. Hein, on va aller de quelques fractions de secondes à des échelles qui vont être au niveau de l'année. Et donc, faire une modélisation complète, numérique, pour la clinique, pour l'instant, c'est complètement inabordable à court terme. Et donc, si on raisonne en termes d'application clinique et de modélisation pour la clinique, il va falloir se focaliser sur un aspect et utiliser des données qui sont disponibles à l'échelle en question. Donc pour la clinique, ce qui va être pertinent, ça va être le niveau de l'organe et le niveau de l'organisme. Et donc les données qui vont être sur lesquelles je vais me focaliser aujourd'hui, ça va être des données d'imagerie. Alors, quels sont les outils disponibles hein, pour une modélisation clinique en oncologie? Vous allez avoir tous les outils un peu issus du calcul scientifique, de la simulation de données à partir de l'image. Donc ça, c'est des techniques de simulation numérique qui sont utilisées dans l'industrie depuis plusieurs décennies maintenant, dans d'autres contextes. Et transposer tout ce savoir-faire qui maintenant commence à être extrêmement performant en 3D au niveau de l'oncologie est quelque chose de parfaitement envisageable. Donc je vous ai mis quelques noms hein, de groupes internationaux qui ont fait des percées au niveau de l'oncologie sur ce sujet-là. Ensuite, il y a un volet dont on a parlé déjà plusieurs fois, qui va être tout ce qui va consister à faire de l'apprentissage statistique à partir des bases de données d'imagerie. Donc les hôpitaux regorgent de données d'images. Hein, la radiologie joue un rôle central en oncologie, que ce soit au niveau du diagnostic, du suivi du patient, ou bien de la surveillance. Et donc il y a la tentation actuelle de faire de l'apprentissage statistique sur ces bases de données afin de pouvoir extraire de l'information de toutes ces bases. C'est ce qu'on commence à voir apparaître sous le nom de radiomix. La génétique joue un rôle en oncologie depuis très longtemps. Alors là, il y a beaucoup de choses qui ont été développées, il y a beaucoup de monde, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau industriel ou au niveau clinique. C'est central en oncologie. Il y a eu l'apparition des thérapies ciblées qui provient directement des analyses génétiques qui sont effectuées sur les tumeurs des patients. Et enfin, il y a toutes les données cliniques, donc tout ce qui va ressortir des consultations du patient, que le patient a avec son oncologue, avec son radiologue, avec son chirurgien, et puis les données cliniques qui vont provenir des analyses de sang, des différentes mesures qui vont être faites lorsque le patient est à l'hôpital. Là, il y a peu de monde qui s'intéresse à la modélisation de ces données-là et à l'utilisation pour l'instant en oncologie. La simulation, ça va être quoi? La simulation en oncologie, ça va être la fusion de ces 4 éléments. Il va falloir, si on veut arriver à faire des simulations qui soient précises et qui aient un intérêt clinique, hein, faire des choses qui soient jolies et qui soient mathématiquement pertinentes, mais qui ne servent à rien cliniquement, ça c'est facile. Par contre, faire quelque chose qui soit utile cliniquement, il va falloir arriver à fusionner et à comprendre comment ces données qui sont extrêmement hétérogènes, qui se présentent de façon très très différente, comment on va pouvoir les intégrer dans des modèles mathématico, informatico, statistiques. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer un peu des choses, surtout du côté calcul scientifique, puis je vais déborder un petit peu sur les autres aspects en vous montrant comment on peut espérer intégrer ces données petit à petit. Alors je vais le voir je viens du monde du calcul scientifique, moi, donc je vais le voir avec le prisme du calcul scientifique. Donc c'est pas exhaustif, il y a d'autres types de méthodes qui existent. Je vais faire quelques flashs pour vous montrer ça. Alors, à quoi ça peut servir la modélisation pour l'oncologie? Ça peut être d'abord pour faire une aide au diagnostic. Donc Nicolas Yash en a parlé en introduction. Hein.
un exemple typique, c'est ce que développe la société Therapixel pour faire du screening du cancer du sein et faire de la détection de tumeurs du sein de façon automatique. Alors, pas forcément pour remplacer le radiologue, mais pour remplacer une des lectures ou pour améliorer la performance. Enfin, il y a des tas de possibilités qui arrivent. On commence à voir apparaître des choses aussi au niveau de la détection des nodules pulmonaires, pour savoir si un nodule pulmonaire est bénin ou malin. Donc le résultat là que va vous renvoyer un algorithme, ça va être une probabilité de malignité. Le deuxième aspect, ça va être l'aide au pronostic. Maintenant, vous supposez que le diagnostic a été posé, vous savez qu'il s'agit d'un cancer, il y a eu une biopsie qui a été faite, il y a eu un certain nombre d'examens de radiologie, et là, l'algorithme va vous sortir un renseignement sur le pronostic, et donc, par exemple, un temps de survie en progression. Pour les tumeurs du cerveau, je reviendrai là-dessus à la fin de l'exposé, et je montrerai comment on peut approcher ce genre de choses, et évidemment, bien entendu, ça va influencer la prise en charge clinique. En particulier, ça peut influencer le geste chirurgical, de savoir si le patient va avoir une rechute rapide ou au contraire va avoir une rechute très longue avec une survie sans progression qui va être extrêmement longue. Le dernier point, à mon avis, c'est l'aide au suivi. Donc, pour des patients qui vont être sous traitement médicamenteux, donc j'ai pris l'exemple de cancer du poumon avec mutation EGFR sous inhibiteur tyrosine kinase. Dans ce cas-là, on sait que le critère RECIST, qui est le critère qui fait référence en oncologie pour le suivi, qui consiste essentiellement à prendre le plus grand diamètre de la tumeur dans le plan où elle est le plus étendue, ce critère-là est insuffisant pour toutes les thérapies ciblées, en particulier pour les anti-angiogéniques. Et je vous montrerai un exemple un peu plus loin de cette insuffisance. Là, des modèles vont pouvoir passer outre, vont pouvoir permettre aux cliniciens d'aller au-delà de cette insuffisance du critère RECIST et de donner éventuellement, dans les cas les plus favorables, des prédictions sur la croissance ou au moins des estimations de ce que va être la réponse au traitement ou du moment où la rechute éventuelle se produira. Alors, je vais vous montrer un petit peu des exemples là, alors qui sont en montant un petit peu en complexité. Donc, je vais commencer de quelque chose de relativement simple, des tumeurs qui ne sont pas vraiment des cancers, qui sont des méningiomes. Donc, c'est un travail qu'on a effectué avec Hugues Loiseau, qui est neurochirurgien au CHU de Bordeaux. Et donc le méningiome, c'est des tumeurs intracrâniennes, c'est pas du tumeur du cerveau. Il pousse à partir de l'arachnoïde, donc qui est une espèce de couche à l'intérieur du crâne, et ça pousse en direction du cerveau. Donc il n'y a pas de contact biologique à proprement parler avec le cerveau. Par contre, il y a un contact mécanique. Donc cette croissance-là va créer des problèmes neurologiques. La question que nous a posée Hugues Loiseau à l'époque, c'était une patiente qui le suivait. Il avait 2 IRM successifs comme ça, et il se demandait à quelle vitesse ça allait continuer à croître, avec comme question, le méningiome n'est pas très bien placé à cet endroit-là, de savoir s'il devait opérer tout de suite ou s'il pouvait attendre, ma foi, et que la croissance allait allait se stabiliser ultérieurement. Alors on a dit, bah oui, on va essayer de faire cette chose-là, et donc on est parti à dire, ok, on a ces 2 images successives, et on va bâtir un modèle de croissance de méningiome, et à partir de ces 2 images, on va essayer de paramétrer le modèle pour essayer d'avoir une prédiction en étant supérieur. Alors moi, j'ai tenu moins longtemps que Emmanuel, j'ai mis des équations dès le 3e slide. Donc, bon, il y a des collègues mathématiciens dans la salle, donc voilà, il y a des équations de dérivées partielles, on pourra en discuter après si vous voulez savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. Pourquoi ça représente? Alors le point important, c'est que ce système d'équations, on l'a mis au point avec le neurochirurgien, et il est censé représenter la croissance du méningiome. D'accord ? On y a mis de la connaissance biologique dans ce système. C'est pas un système qu'on a jeté comme ça. Dedans, il y a de la connaissance. Ça explique qu'on arrive à reproduire aussi bien la croissance des méningiomes. Alors voilà comment ça se passe dans la pratique. On part du modèle spatial 3D. Ce modèle spatial 3D, on va l'intégrer en espace pour calculer des équations sur le volume. Ça va nous donner, en gros, un système sur le volume. Ce système sur le volume, on va le personnaliser à l'aide des données d'imagerie qu'on va récupérer sur le patient. Donc essentiellement, on va faire une étude volumétrique du méningiome. Et à partir de cette étude volumétrique, on va paramétrer notre modèle 0D qui va nous donner une estimation de la croissance du volume. Une fois qu'on a obtenu cette croissance du volume, donc là ici qui est en centimètres cubes, c'est un vrai volume, ces paramètres personnalisés, on va les réexporter dans le modèle 3D, et avec ce modèle 3D paramétrisé de cette façon-là, on va pouvoir simuler la croissance 3D du méningiome et obtenir une simulation. Et donc ici, je vous montrerai un autre exemple un peu plus tard. Vous avez en bleu, vous avez ce qui est obtenu lorsqu'on segmente le méningiome sur l'image, et en rouge, c'est la simulation, ce qui signifie que quand vous voyez le bleu, que le modèle est en train de sous-estimer un petit peu la croissance. Au contraire, quand vous voyez le rouge, ça signifie que le modèle surestime
à cet endroit-là. Alors, comment ça se passe dans la pratique? Voilà un petit peu, bon, on a travaillé sur une cohorte de patients du CHU, on avait à peu près, donc on peut faire la somme, il n'y a pas loin de 60 patients. Pour chacun des patients, on avait 3 IRM successives, on a pris la 3e IRM, on l'a gardée sous le coude, on a pris les 2 premières, à partir des 2 premières, on a développé le programme que je vous ai présenté précédemment, on a fait une prédiction au 3e temps, qui correspondait au tronc de la 3e IRM, et on a comparé. D'accord? C'est la meilleure validation qu'on puisse faire, hein, on connaît la réponse, on s'en sert pas, et on compare à la vraie valeur. Donc pour chacun des patients, on produit quelque chose comme ça. Vous avez une courbe ici qui est... donc les points noirs vont être les volumes qui sont mesurés sur les IRM. Donc là, pour ça, on a développé un logiciel qui va vous segmenter un méningiome en 3D de façon semi-automatique, qui va vous en calculer le volume. Chacune des courbes vertes, alors on ne voit pas trop, là, cette espèce de peigne, c'est un ensemble de courbes, c'est une réalisation du modèle. La courbe rouge, ça va être la moyenne des réalisations du modèle, ça vous donne une prédiction. Et là, le point bleu, ici, c'est ce qui est mesuré sur la 3e IRM, donc c'est avec ça que je vais comparer. Alors j'ai choisi un cas là qui marchait particulièrement bien quand même, parce que je voulais pas vous montrer un truc qui était un peu insuffisant. Donc en abscisse, vous avez le temps en jours, et en ordonnée, vous avez le volume en centimètres cubes. Et une fois que vous avez cette prédiction sur le volume, vous voyez ici, vous pouvez faire la prédiction maintenant en espace, la simulation 3D d'extension du méningiome. Alors ce qu'on a prévu de faire, mais ça demande de travailler un peu de technique, c'est reprendre maintenant cette forme 3D ici et la reporter sur l'IRM pour que le médecin puisse voir directement dans l'image à laquelle il est habitué sur l'IRM ce qu'on peut voir. Ici, c'est le résumé de tous les résultats. En abscisse, vous avez le volume observé en centimètres cubes. En ordonnée, le volume prédit. Chacun des points, c'est un des patients. Alors, les couleurs correspondent aux différentes cohortes. En pointillé, vous avez la diagonale. Et en gros, on a une erreur globale qui est inférieure à 15%, une erreur relative globale qui est inférieure à 15%. Et les points, globalement, sont quand même pas mal autour de la diagonale. Si on zoomait, on verrait que pour les petites valeurs, en fait, c'est là qu'on a des grosses erreurs. C'est pas très grave pour les petites lésions d'avoir des grosses erreurs, parce que cliniquement parlant, c'est pas celles-ci qui sont le plus chaud. Et puis, de toute façon, on est limité par la taille de l'imagerie, par la taille du pixel. Alors ça, on peut faire une petite simulation 3D. Hein. Donc ça, c'est un vrai cas clinique. Tout a été segmenté par le logiciel maison, segmentation du cerveau. Ça vous montre la position du méningiome. Donc vous voyez, il est juste imbriqué dans le cerveau. Et là, vous allez voir la simulation maintenant sur 2 ans. Et à partir d'1 an, on est en mode prédiction. Donc en haut à gauche, vous avez le méningiome qui croît dans le cerveau en rouge. Et dans les 3 autres figures, on a juste enlevé numériquement la tumeur pour voir l'effet mécanique sur le cerveau. Donc c'est juste le fait qu'il pousse qui va comprimer les tissus. L'hypothèse qui a été faite, c'est qu'il n'y a pas de rétroaction mécanique du cerveau sur la croissance des méningiomes, ce qui est relativement raisonnable. En bas à droite, c'est vu de l'intérieur, on a retourné pour essayer de voir ce qui se passait dedans. Il n'y a rien de bien spectaculaire d'un point de vue technique. On a fait la même chose en fait avec Jean Palussière à l'Institut Bergonié et François Cornelis maintenant qui est à Thonon sur des métastases pulmonaires de patients hors traitement. Alors c'était que des patients qui étaient susceptibles d'avoir une ablation par radiofréquence, donc quand même une catégorie de patients assez particulière avec des croissances assez modérées et puis surtout peu de métastases, des tumeurs variées, avec la même question. 2 scanners à 2 temps successifs. Est-ce qu'on est capable de prédire ce qui se passe après? L'intérêt du radiologue ici, c'était de pouvoir planifier ces interventions. Régulièrement, les ablations par radiofréquence sont efficaces tant que les lésions sont inférieures à 2-3 cm de diamètre. Régulièrement, ça leur arrive de récupérer des patients sur le scanner où la métastase a trop grossi et donc on rentre dans des programmes de traitement qui sont beaucoup plus lourds. Une analyse comme ça pourrait permettre d'éviter ce genre de cas. Alors, c'est exactement, mais vraiment la même approche que précédemment. Vous voyez ici différents résultats avec des métastases de différentes localisations, différentes formes et de tumeurs primitives différentes. Les résultats globaux sont un peu moins bons. Il y a une grande dispersion des tumeurs primitives et donc les taux de croissance sont un peu plus compliqués à récupérer, ce qui n'est pas extrêmement surprenant. J'ai remis un système d'équations ici parce que je me sentais pas bien au bout de 3-4 slides. Voilà. Alors je l'ai pas fait que pour ça. J'ai juste assisté donc pour les gens qui comprennent ce genre d'équation. Ici, là, c'est là qu'on va modéliser le taux de croissance et c'est avec cette équation-là qu'on arrive à mettre en évidence l'existence éventuelle d'une couronne proliférante autour de la tumeur. Donc là, on arrive à encoder un petit peu de biologie dans ce modèle de croissance. Et évidemment, ça marche, la chose marche en 3D.
où vous pouvez segmenter l'intégralité de l'arc bronchique. Et puis là, vous avez la métastase et vous allez la voir grossir et puis emboliser. Alors, je ne sais pas si c'est une bronche ou un vaisseau sanguin. Au cours du temps, là, on est sur une croissance aussi de quelques mois. Donc, c'est des phénomènes qui sont plus rapides que ce que je vous ai montré ici sur les méningiomes. Là, vous avez le point de départ au milieu et l'arrivée et le point d'arrivée. Vous voyez, la croissance est significative. Là, on est sur des facteurs en volume qui sont de l'ordre de 4 ou 5. On va monter un petit peu la complexité maintenant. En montant la complexité, on va passer au cancer du rein traité aux anti-angiogéniques. Alors là, donc déjà, on met du traitement. Donc c'est des travaux qu'on a effectués avec Alain Raveau et François Cornelis. Là, les anti-angiogéniques sont des médicaments qui vont couper l'alimentation en sang des tumeurs. Et l'effet de l'anti-angiogénique va être un peu plus compliqué à estimer pour le radiologue parce que dans un premier temps, il va probablement pas y avoir beaucoup de modifications du volume tumoral. Par contre, il peut y avoir une modification du métabolisme de la tumeur. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc ce qu'on a fait, c'est au lieu d'utiliser, jusqu'à maintenant, ce que je vous ai montré, on n'utilisait que le volume et la forme de la lésion. Là, on va utiliser la texture. Et donc, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? On segmente la lésion avec les outils qui nous vont bien. On extrait l'histogramme et on essaye de comprendre l'histogramme de la tumeur. Là, pour comprendre dans ce cadre-là, on a fait quelque chose de relativement simple. On va considérer que l'histogramme va être une distribution de probabilité. Et cette distribution de probabilité, je vais la décomposer en deux lois gaussiennes. Et je vais dire la loi gaussienne qui va être la plus à droite va correspondre à des intensités qui vont être relativement claires sur l'image. Des choses claires sur l'image, ça signifie beaucoup de cellularité et donc du tissu dense, donc de la prolifération. Donc la partie, ma gaussienne de droite, je vais l'associer à un compartiment proliférant. La gaussienne de gauche, par contre, elle, ça va correspondre à des couleurs qui vont être sombres, et ces couleurs sombres, je vais associer ça à de la quiescence, voire de la nécrose, et donc je vais fabriquer un compartiment plutôt quiescent dans mon équation. Et donc je vais fabriquer comme ça un modèle de croissance tumorale et de réponse au traitement avec deux compartiments cellulaires, et vous voyez, je vais extraire la nature de ces compartiments cellulaires à partir de l'image et à partir de la texture à l'intérieur de la lésion. Alors qu'est-ce que ça donne ce genre d'analyse? Voici deux exemples, deux cancers du rein traités par osunitinib, donc un anti-angiogénique, avec une métastase à l'abdomen à la gauche, une métastase au sacrum à droite, et ce que j'ai pris, c'est deux cas un peu critiques. Donc on fait cette analyse à partir du modèle sur l'image, et donc ce que je vous ai mis sur la deuxième ligne, en rouge, ça correspond aux parties extrêmement proliférantes, selon la définition, selon mon analyse de l'image, et la partie bleue, ça correspond à la partie quiescente, à la partie nécrosée. Et j'ai fait ça pour les deux séries d'images. Et donc vous voyez que pour celui du bas, en fait, la taille de la lésion ne varie pas énormément, elle a même tendance à augmenter légèrement. Si on fait une analyse volumétrique, on voit que le volume augmente légèrement. Par contre, vous voyez que la partie rouge, petit à petit, disparaît. Alors, elle n'a pas complètement disparu, mais quand même, elle est sacrément estompée du début à la fin. Et ce patient, en fait, a été cliniquement très stable, et il a une très bonne survie sans progression, malgré une légère augmentation de taille de la lésion. L'autre patient à côté, grosse diminution de taille, là vous voyez au niveau du critère RECIST, on doit être à peu près à 60% de réduction, c'est-à-dire le 60% de réduction en diamètre. Par contre, concentration de cellules rouges, et ce patient-là, il est devenu très instable assez rapidement, et la maladie a été impossible à contrôler très rapidement. Donc, dans ce cas-là, alors c'est deux cas un petit peu extrêmes, hein, l'analyse de la texture de l'image grâce à un modèle permet de mieux comprendre le pronostic clinique et de mieux analyser la réponse au traitement, en tout cas de donner une interprétation. Alors est-ce que cette interprétation est juste au point de vue biologique, au niveau microscopique? J'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est cohérente avec l'image, elle est cohérente avec les quelques patients qu'on a investigués. Il y a encore du boulot pour valider ça sur grande échelle. Encore plus de complexité maintenant, les pronostics pour les gliomes. Le gliome, tumeur du cerveau, c'est un travail qu'on a effectué avec Lorenzo Bello, qui est à Humanitas Hospital à Milan. Le but du travail, c'est le changement des critères de l'OMS en 2016. Jusqu'à maintenant, la classification des gliomes, il y avait 4 grades, 1, 2, 3, 4. Et les recommandations de l'OMS en 2016 ont fait rentrer dedans les informations génétiques, en particulier la mutation du gène IDH1, les codélétions 1P19Q et le statut MGMT, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'était une révolution de remplacer les grades vraiment par de l'analyse
de l'analyse biologique. Alors, ce qui est marrant, le gène IDH1, c'est un gène pour lequel, finalement, on ne comprend pas vraiment l'effet qu'il a. C'est juste une observation. Les patients qui ont le gène IDH1 muté répondent mieux au traitement que ceux qui n'ont pas la mutation. D'accord ? Donc, c'est un facteur positif. Et donc, ce qu'on a voulu faire là avec Lorenzo Bello, ça a été de dire, OK, on va mélanger maintenant les données d'imagerie de type IRM, donc le volume en T2, en T1 GADO, la localisation, donc des informations sur l'IRM, des informations de biologie maintenant, donc les mutations, la partie clinique, puisque c'est que des patients là qui étaient vus sur place à Humanitas, et enfin des données de TEP pour utiliser de l'hétérogénéité tumorale, et donc vous voyez arriver, l'hétérogénéité tumorale, c'est le même genre d'analyse que j'ai fait précédemment sur les cancers du rein. Au milieu, un algo d'apprentissage, et essayer de classifier maintenant les patients en survie longue ou survie courte. Alors quel est l'intérêt pour le neurochirurgien? C'est au moins ce qu'il nous a dit. L'intérêt pour lui, il aimerait avoir cette information pour qu'un patient qui sera supposé avoir une maladie extrêmement agressive, il aura tendance à procéder à un geste chirurgical un peu plus étendu pour essayer de repousser la rechute. Au contraire, un patient pour lequel il s'attend à avoir une survie étendue, là, il va avoir tendance à lever un petit peu le pied pour conserver la qualité de vie. Donc, là, il y a des décisions à prendre d'un point de vue clinique qui sont très, très, très lourdes pour le patient. Donc, on s'est livré à cet exercice-là sur cette cohorte qui est très réduite. Hein. Il y a peu de patients dedans. On n'a gardé que les grades 2, les grades 3. Donc, 90 patients, mais c'est une quantité de travail incroyable parce qu'il faut traiter toutes les images une par une et bon, c'est pas... Voilà, alors voilà ce que ça donne. À gauche, vous avez l'histogramme justement des durées de survie dans la cohorte. Donc en bleu, ce sont les patients de grade 3, donc ceux a priori qui ont le plus mauvais pronostic. Et donc vous voyez, en ordonnée, c'est le nombre de mois avant la rechute. Et effectivement, il y a une bosse initialement pour les grades 3, mais cette partie-là là, qui est en violet, ça correspond à la zone où il y a à la fois du grade 2 et du grade 3. Vous voyez qu'il y a des grades 3 qui ont une durée de survie sans progression qui est de presque 4 ans. Au contraire, en orange-rouge, ici, vous avez les grades 2. Alors évidemment, ce sont eux qui ont la plus grande survie sans progression, mais il y en a quand même quelques-uns qui rechutent de bonne heure. Et donc la question, c'était, est-ce qu'on peut améliorer cette stratification par le grade avec l'algorithme? Et donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc là, c'est un algorithme d'apprentissage, comme on a pu en parler depuis le début de la session, hein. En bleu, donc ça c'est les courbes de Kaplan-Meier qui sont assez pratiques pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous avez en ordonnée, vous avez le temps, et en abscisse, vous avez le pourcentage de patients qui n'ont pas rechuté. D'accord ? Et donc vous les séparez en deux groupes, et pour que votre classement il soit bon, il faut que ces deux groupes ils soient les plus écartés possibles. Ok ? Et donc, en vert, vous avez juste le classement avec le gène IDH1. Donc, c'est remarquable que ce gène, dont finalement on ne comprend pas tellement comment il marche, arrive aussi bien à classifier, à lui tout seul, l'analyse génétique arrive aussi bien à classifier les patients. En bleu, vous avez l'ancienne classification par le grade. Et en rouge, vous avez la classification obtenue par machine learning en touillant tout ce que je vous ai dit avant. Alors, il y a une vraie amélioration. C'est pas encore spectaculaire. Hein, on révolutionne pas la chose. Mais enfin, il y a un vrai gain, il y a une vraie amélioration à passer avec le modèle. Et il va falloir petit à petit maintenant enrichir le nombre d'éléments qu'on va mettre justement dans l'algorithme, et donc enrichir le nombre de données qu'on va sortir, et peut-être, sans doute, faire du suivi, utiliser les informations de suivi du patient. Là, c'est juste du one-shot, hein, c'est ce qui se passe au diagnostic. Je pense qu'en utilisant les informations de suivi, comme je vous ai montré sur les méningiomes ou les métapulmonaires, on va pouvoir encore améliorer ces cours. Je vais arrêter là. Mes collaborateurs sur la suite et la suite du programme de travail. Alors, les collaborateurs, il y a des gens à l'INRIA hein, qui ont travaillé sur le sujet. Et on était une petite armée à travailler là-dessus. Et surtout, j'ai eu la chance de collaborer avec des médecins. Donc, la première ligne, c'est les radiologues, hein, Jean Palussière, François Cornelis et Michel King. Les neurochirurgiens, Hugues Loiseau, Lorenzo Bello. Des radiothérapeutes, Guy Cantor et Claudia Pupuda. Et des oncologues, Alain Ravo, François Chaumy, Hassan Fatala et Benjamin Taton. Et alors, vous voyez, les temps changent. Il y en a deux qui sont en rouge de chaque côté. Il se trouve que ce sont deux médecins. Et donc François Cornelis, il a une thèse de mathématiques appliquées. Benjamin Taton, il a une thèse d'informatique. Donc des gens qui ont eu la double formation et du coup qui ont pu séjourner dans l'équipe en question. Ce sont des gens qui participent au développement des modèles, qui codent, hein, qui codent en C++. Et ça, c'est une aide fantastique pour travailler. Je pense qu'il y a moyen, dans les années à venir, d'amplifier ce genre de collaboration. La suite, ça va être la fusion des informations génétiques et cliniques dans les simulations de suivi. Et donc, pour notre part, on va commencer une collaboration avec une société qui s'appelle Sophia Genetics.
Et c'est juste le commencement. On a 5 minutes pour les questions. Oui, allez-y, appuyez sur le bouton devant vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Colin, de ce remarquable exposé qui correspond à un rêve de vieux imagiers, quelquefois, dans cette fusion des données génétiques et d'imagerie. Ma question est une question de détection automatique de l'anomalie. À partir de quelle référence, de quel référentiel anatomique considéré comme normal vous basez-vous pour détecter une anomalie de forme, une anomalie morphologique, une anomalie de diamètre, une anomalie de volume? Dans les travaux qu'on a menés jusqu'à maintenant, la plupart du temps, nous avions des données longitudinales en temps. Et donc les variations de diamètre, de forme ou autre, on les regardait évoluer en fonction du temps. Et donc, moi, je ne portais pas de diagnostic. Par contre, c'était le radiologue. Quand je lui apportais les courbes, les simulations, je disais, regarde, là, on a une croissance qui a l'air d'être quand même plus que linéaire. C'est lui qui disait, ça, c'est pas normal. Il y a vraiment... Moi, je crois énormément, on entend dire que le métier de radiologie et de radiologue va disparaître. Non, non, je pense qu'il va juste changer et l'expertise du radiologue reste extrêmement importante. C'est une histoire que j'aime bien raconter. On a sur des scanners pulmonaires, on a essayé de modéliser une croissance, une métastase pulmonaire. Et donc, je trouvais quelque chose qui décroissait en temps. Je disais, c'est pas possible. Mettez-vous près du micro, là. Oui. Le patient se soigne tout seul. Et en fait, c'est juste que le postdoc qui avait pris les images et qui avait segmenté une cicatrice d'ablation par radiofréquence qui se résorbait. Voilà. Donc, il y a besoin de l'œil du radiologue, il y a besoin de la compétence métier, quoi. Voilà. Il y a besoin. Sinon, on peut faire des choses fabuleuses, quoi. Denis Jérôme, là-bas. Oui, dans le cas que vous qualifiez de peu complexe du méningiome, est-ce que vous êtes capable, puisque vous êtes capable de prédire l'évolution de la forme et du volume, est-ce que vous êtes aussi capable de prédire, compte tenu de cette situation, l'évolution dans les conséquences neurologiques? Alors ça, on n'a pas essayé. Sur le papier, si on avait une cartographie précise des différentes zones du cerveau et de leur fonctionnalité, il n'y aurait pas d'obstacle à aller faire une étude d'interaction mécanique entre la partie méningiome ou autre. Mais on n'a pas tenté ça. Donc une question ici. Présentez-vous, monsieur. Oui, Jean-Louis Duffier de l'Académie nationale de médecine. Un ophtalmologiste canadien, dont on connaît bien l'histoire, traité pour son cancer du rein par anti-angiogénique, a vu de façon concomitante la guérison de sa dégénérescence maculaire liée à l'âge. De ce fait, maintenant, pratiquement toutes les DMLA de type édémateuses, bien entendu avec angiogénèse, sont traitées par intravitréenne de substances anti-angiogéniques. Donc une simple corrélation clinique. Je voudrais vous demander, pensez-vous qu'il serait possible, par modélisation mathématique, de retrouver cette corrélation qui était celle simplement d'une intuition clinique? Là, vous êtes dur avec moi. Hein. Enfin, non, j'en ai aucune idée. Là. Je ne connais pas la pathologie en question, donc je ne peux pas... Ouais, Cosniram, éventuellement. C'est facile, tu rejettes. Non, je ne sais pas, là. Honnêtement, je ne sais pas. Une question là-bas au bout. Approchez-vous d'un micro. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Jean-Philippe Rampana, je suis médecin et je dirige une équipe INSERM en épidémiologie cardiovasculaire. Et donc, j'avais un commentaire et une question. Le premier commentaire, c'est qu'il avait été dit en préambule qu'effectivement, à la différence de la physique et de la mathématique qui avaient convergé assez rapidement, ça avait pris plus de temps pour la science du vivant et les statistiques. Et je trouve que votre exemple est une illustration parfaite du mélange des genres, si je puis dire, entre médecine et statistique. Et je trouve ça très intéressant.
Ma question était la suivante. Effectivement, dans vos modèles pronostiques, souvent vous êtes parti, vous avez fait des estimations probabilistes en partant d'un temps donné, et on sait bien que sur les pathologies sur lesquelles vous travaillez, qui sont multifactorielles, ce sont des processus dynamiques avec des régressions, des croissances, puis aussi des régressions, l'intervention médicaments, et donc je pense qu'un des challenges, ce serait d'intégrer ces différentes étapes, et donc comment concrètement, est-ce que vous pensez que c'est envisageable d'intégrer ce processus dynamique dans vos modélisations? Et puis si j'ai le temps pour une deuxième petite question, là on se met un petit peu dans les 10-15 ans. Pour l'instant, les approches que vous proposez, je ne sais pas si elles ont aidé la décision. Est-ce que vous pensez que c'est éthique, dans les années qui viennent, de proposer une approche randomisée en testant les approches thérapeutiques actuelles versus une approche thérapeutique guidée par ces approches de prédiction? Merci. Ok, donc sur la première question, oui, c'est envisageable. On peut très bien intégrer des éléments dynamiques. On le fait un petit peu sur les ménangiomes. On utilise 2 temps en fait pour aller chercher le 3e. Et effectivement, rajouter des traitements, rajouter des évolutions, ça c'est faisable. C'est plus dur. Il faut plus de données d'image. Il faudra probablement utiliser des biopsies intermédiaires. Ça commence à se faire pour certaines pathologies. On fait une biopsie initiale, plus une biopsie pendant le traitement. Donc ça, c'est faisable. D'un point de vue éthique, est-ce que ça sera possible de proposer des approches randomisées avec un bras qui utilise le logiciel puis un bras qui n'utilise pas? Oui, bien sûr. La décision, de toute façon, reviendra à la RCP. Donc c'est d'une façon ou d'une autre. Donc, pour moi, ça pose... je ne vois pas de problème là derrière. Après, la mise en place va être extraordinairement compliquée, mais